La 6e génération du Wi-Fi arrive. Quelles sont les avancées ? Faut-il investir même si Apple ne l'a pas encore adopté ? Au-delà, comment améliorer le débit de son réseau sans fil et étendre sa portée à l'heure des objets enceintes connectés et autres assistants intelligents ? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. C'est la dernière pas de la saison, mais la dernière d'On refait le Mac à 42. Après 3 ans de collaboration, nous allons quitter l'école en très bon terme, je vous rassure, simplement. Grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à notre opération de crowdfunding, ça a ouvert de nouveaux horizons. On refait le Mac et on va s'associer tout simplement avec des investisseurs et des entrepreneurs et une jolie boîte ouverte à la rentrée pour construire notre propre studio. On aura un studio plus grand, on aura encore plus de moyens pour travailler, plein de nouvelles émissions. Rendez-vous à la rentrée, on vous en dit pas plus. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitLemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 340 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Et en préambule, avant de parler du Wi-Fi 6, je souhaitais vraiment rendre hommage cette semaine à Jean-Marie Hulot. Jean-Marie nous a quittés la semaine dernière. Ce Français, ancien chercheur de NIRIA, de Next et d'Apple, était un très proche de Steve Jobs. On lui doit beaucoup, et notamment des utilitaires de macOS 10 que nous utilisons au quotidien, comme notamment le calendrier de macOS. Nous avions la grande chance de le recevoir il y a quelques années dans cette émission pour un témoignage exclusif. Je propose de revoir ensemble un extrait de son entretien d'embauche par Steve Jobs. C'est un moment d'anthologie. Il a essayé de te coincer. Non, pas nécessairement, mais je crois qu'il avait envie de sentir la personne qui était en face, etc. Et moi, te testais. En fait, j'étais parfaitement détendu. De fil en aiguille, il m'a dit c'est bien, c'est super ce que tu as. Et puis il m'a dit écoute, au revoir. Et puis il est parti. Tu as serré la main de Steve Jobs. Waouh. Oui. Je suis revenu dans les bâtiments de Next. Et là, il y avait Steve qui m'attendait sur un canapé et qui me dit quand est-ce que tu commences à travailler pour lui? Et puis surtout, moi, je lui ai dit, tu sais, écoute, faut que j'y pense, en fait. Et puis donc maintenant, je vais partir en vacances pendant un certain temps. On peut discuter après. Je rêve. Steve Jobs, tu dis viens travailler. Non, mais belle négociation. Moi, je dis belle négociation. Jean-Marie était également connu comme la personne qui a glissé à l'oreille du patron d'Apple l'idée de lancer un smartphone. Et oui, c'est lui qui a glissé à Steve Jobs l'idée de lancer l'iPhone. Extrait. Moi, il me demandait qu'est-ce que tu vois venir dans les temps qui viennent. Et je lui ai dit, tu sais Steve, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses un téléphone. À cette époque-là, il m'a dit, non, tu me dis des conneries, je ne vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. C'était avant l'iPhone. Je ne crois pas. Mais oui, voyons. Mais d'un autre côté, si, comme moi, à l'époque, j'étais parti et je m'amusais dans le monde interne, il m'a dit, si tu veux revenir et puis essayer d'étudier, en fait, vraiment plus de quoi il s'agit, pourquoi pas. Je vous invite vraiment à revoir cette émission. C'est l'épisode 62 d'On refait le Mac, cela ne nous rajeunit pas, mais c'est certainement l'une de mes émissions préférées. Vous comprendrez mieux vraiment le rôle qu'a pu tenir Jean-Marie Hulot au sein d'Apple, tout en restant toujours d'une extrême simplicité et d'une grande gentillesse. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il y ait eu très peu d'hommages autour de sa disparition, on en a très peu parlé. Et c'était un grand monsieur de la tech et un grand français de la tech notamment. On va changer de sujet complètement et une actualité un peu plus heureuse avec comme chroniqueur cette semaine. En plateau, nous avions besoin d'un spécialiste pour parler du Wi-Fi avec le Wi-Fi 6. Il s'agit de Lionel Paris, le directeur marketing produit de Netgear. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors tu nous as apporté un maximum d'objets Wi-Fi. Est-ce que le Wi-Fi 6 est déjà arrivé? Il est là. Tout ça est compatible Wi-Fi 6 déjà, ou presque. On a des produits, on a un écosystème, c'est réel. Pourquoi on a besoin de monter en puissance? Pourquoi le Wi-Fi a besoin de se muscler? On avait besoin d'un représentant d'un constructeur du monde de l'audio et de la vidéo qui utilise de plus en plus le Wi-Fi, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes de saturation de réseau, on va en parler. Il s'agit en plateau cette semaine de Yann Ghezi de Sound United. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que Sound United? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ta société? Sound United, c'est un groupe qui détient plusieurs marques. En fait, au sein de ce groupe, on a Denon, Marantz, Polk, qui est une marque d'enceinte américaine peu connue en Europe, qui est en train d'arriver, et Definitive Technology, plus une autre marque de hi-fi très très haut de gamme qui s'appelle Classé. Donc à la fois vous faites des enceintes connectées comme on peut les connaître, qui sont des enceintes vraiment nativement connectées comme celle qui est devant toi, la petite EOS, c'est ça,
de Denon. Et puis ça va ici jusqu'au grand ampli audio-vidéo de salon qui est compatible AirPlay 2 si on a un Mac ou un iPhone, ou encore on voit carrément une chaîne hi-fi comme tu as à côté de toi. Voilà, une mini chaîne hi-fi qui va intégrer par exemple AirPlay 2, Spotify Connect, le module EOS, donc on pourra aussi le grouper avec un ampli home cinéma dans la maison, on pourra diffuser la musique dans toute la maison via le Wi-Fi ou via le réseau. Enfin, voilà. Donc non seulement le Wi-Fi n'est pas réservé aux geeks, il ouvre de nouveaux horizons aux constructeurs de audio et de vidéo, on va en parler ensemble, et ça ouvre de nouveaux horizons aux utilisateurs. Il faut réfléchir différemment au déploiement de son réseau Wi-Fi. On va en parler durant 1 heure cette semaine. En duplex, il devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Il est en retard comme d'habitude. Il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi, notre consultant en stratégie numérique. Il ne devrait pas tarder à se connecter en visioconférence. Et enfin en duplex, également notre committee manager Virgile Perron. Bonjour Virgile, comment ça va ? Salut Olivier, salut tout le monde. Alors, on enregistre, c'est la canicule sur Paris et le studio n'est pas climatisé. Sauf ça va, tu arrives à survivre, tu t'es réfugié dans l'amphithéâtre de l'école 42. Il fait un peu plus frais que dehors, ouais, c'est sûr. Voilà, on va essayer de survivre avec les lumières, c'est pour ça qu'on a une tenue un peu plus, décontractée cette semaine. Allez, on continue avec toi Virgile avec un point sur le sondage de la semaine. Virgile, quelle était la question qu'on a posée cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac ? Alors, cette semaine, on vous a demandé si vous étiez satisfait de la qualité de votre réseau Wi-Fi. Et on voit qu'en majorité non, puisque vous avez répondu non à 56%. Et du coup, oui à 44%. Vous avez été en tout 223 à voter. 223 à voter, 56%, donc une majorité pas écrasante. Moi, je m'attendais à plus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de early adopters dans notre communauté de viewers, comme on dit dans Refait le Mac. Est-ce que, messieurs, ce sondage vous étonne ? Pourquoi on assiste autant à des problèmes récurrents de Wi-Fi Lionel ? On va peut-être commencer avec toi. Et ce mécontentement qui est assez générable chez les utilisateurs. Tout le monde est mécontent de son réseau Wi-Fi à la maison. Nous, on le vit tous les jours. C'est-à-dire qu'on reçoit directement les plaintes des clients finaux qui arrivent un petit peu chez nous en mode un petit peu désespoir. C'est ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, quand on creuse un petit peu avec les gens, il y a toujours un élément disruptif qui arrive. L'arrivée de la fibre, une nouvelle télévision, on va faire de la 4K. Et c'est l'élément de trop qui fait que ça y est, ça écroule tout le reste et du coup le Wi-Fi ne fonctionne pas ou pas de la manière dont on s'y attend. Ouais, la plupart, et puis il y a aussi simplement le routeur qui a tendance à vieillir. Yann, la plupart des utilisateurs se contentent de leur box ADSL, souvent qui intègre le Wi-Fi. C'est souvent le problème, mais souvent les gens ne comptent pas le nombre de périphériques. Donc les box ADSL sont un peu vieillissantes, sont des normes un peu plus anciennes. Il y a quelques-unes qui ont notamment bien évolué, mais la plupart utilisent vraiment des normes Wi-Fi anciennes et on a du mal à connecter 5-6 périphériques et on voit de plus en plus avec les enceintes connectées, les caméras connectées, etc. qu'on a beaucoup de mal à gérer tout ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir une bande passante suffisante. On va pas remonter, Lionel, sur l'origine du Wi-Fi, mais on a connu plusieurs normes récemment. Elles ont été rebaptisées. Elles viennent de changer. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors aujourd'hui, on a le Wi-Fi 4 qui était avant le... Alors le Wi-Fi 4, c'était le 802.11n. Ouais. Donc aujourd'hui, la norme qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est le 802.11ac, qui est donc maintenant le Wi-Fi 5. D'accord. Et le nouveau Wi-Fi, celui qu'on vient d'introduire aujourd'hui, donc ça, c'est le Wi-Fi 6. Alors là, on a un petit slide à l'écran. Le Wi-Fi 4, donc tu disais, c'est le 802.11n, c'était lancé en 2009, donc c'est pas tout jeune. Ça correspond, je dirais, aujourd'hui aux bornes, aux routeurs les plus généralisés chez les opérateurs Internet aujourd'hui. C'est ça, on a une mixture de produits en N d'ancienne génération, ceux en fin de cycle de vie du N, donc qui peuvent monter jusqu'à 600 mégas. On a un petit peu de AC, notamment chez Free, mais ça reste vraiment des produits qui ont facilement 6-7 ans maintenant. Ouais, débit théorique jusqu'à 450 mégabits par seconde, 2 bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz. Voilà. C'est suffisant ça aujourd'hui pour quand on a 20, 30 objets connectés à la maison, que ça va vite. On a fait le calcul tout à l'heure ensemble entre les Apple TV, les smartphones des enfants, les tablettes, les enceintes connectées, les imprimantes. Ça va très vite. Je pense que le consommateur oublie. C'est-à-dire que dans la démarche d'achat, on achète un produit, il est connecté, certes, ça fait partie de la démarche, et puis on les pose à la maison et on oublie. Et donc on accumule, et je dirais que c'est une tendance qui est vers le haut. C'est-à-dire que les gens continuent d'acheter des produits et finalement ils oublient que oui, c'est un produit connecté. Oui, il a besoin d'utiliser le Wi-Fi, que ce soit pour de l'audio, que ce soit pour de l'informatique. Et donc du coup, on continue. Maintenant. Le tout connecté, est-ce que c'est une nécessité? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il y a beaucoup d'objets dans le blanc où c'est pas forcément tout ce qui est blanc machine à laver. Mais... Oui, par exemple, cet ampli, s'il est dans le salon
Yann, on peut très bien le brancher en Ethernet, tout simplement. On peut le brancher en Ethernet. Et, parce qu'il s'il n'est pas trop loin du routeur ou de la box. Et on économise pas mal de bandes passantes. On économise beaucoup de bandes passantes, puisque là, on va faire du streaming. On va pouvoir aussi utiliser une application pour le piloter. Et tout ça, ça communique en permanence et ça consomme beaucoup de bandes passantes. Alors moi, je pensais que mon Wi-Fi 5, l'autre norme qu'on voit sur le slide, le 802.11.ac, était suffisant, notamment, c'était lancé il y a 5-6 ans déjà maintenant, en 2014. C'était 2000, on a démarré en 2011. Ouais. Donc 1300 mégabits par seconde sur une seule bande de fréquence, à 5 GHz. Il y a toujours le 2,4. Moi, je pensais que c'était suffisant. Et puis quand l'Apple TV 4 est arrivé, je me suis mis en Wi-Fi pour lire de la 4K. C'était un petit peu compliqué. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a toujours un élément qui va être disruptif, où on va se rendre compte qu'il y a un décalage finalement entre ce qu'on utilise à la maison aujourd'hui et en termes de produits et l'usage qu'on va en ressortir. Bon, la 4K, c'est un très bon exemple. Ouais. Et puis, tout simplement, je l'ai branché en Ethernet. C'est magique. Depuis, j'ai retrouvé mon Wi-Fi. Mais après, vous allez voir qu'on a un petit peu upgradé le réseau à la maison. Alors, on va en parler tout à l'heure. Au-delà des difficultés, on a beaucoup de gens qui nous disent « Mais je ne comprends pas. J'ai vraiment réglé mon routeur aux petits oignons. Et puis, ça a marché pendant des années parfaitement. Je n'ai pas changé ma configuration. Et puis, soudainement, ça s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des changements autour de ce routeur, des voisins qui s'installent, qui prennent la même spectre de fréquence. Il y a beaucoup de routeurs qui utilisent tous les mêmes canaux, les mêmes bandes de fréquence aujourd'hui. C'est ça. Alors, que ce soit pour les routeurs, que ce soit pour les box des fournisseurs d'accès, en fait, les gens pensent que lorsqu'ils installent un produit chez The Wi-Fi, c'est leur Wi-Fi. Alors, au passage, on dit maintenant la Wi-Fi, c'est de plus en plus courant. Je ne sais pas pourquoi on dit je dis pas pourquoi, je dis pas que j'aime ça, mais... Le sans-fil, pour nous, c'est pour ça qu'on dit le Wi-Fi. La Wi-Fi, oui, parce que c'est la box, en fait. Ouais, d'accord. Je pense que, ou la routeur, c'est bizarre, mais bon. Bref, et les gens pensent que c'est leur Wi-Fi à eux, sauf qu'on est tous en train d'utiliser une bande de fréquence qui est unique, qui est donc le 2.4 d'un côté et le 5 de l'autre. Mais du coup, lorsqu'on est en milieu urbain, finalement, il y a une espèce de partage généralisé. Alors, pour ça, on a des canaux. Alors, effectivement, les box des fournisseurs d'accès, un des gros problèmes que tu rencontres aussi assez régulièrement, c'est que toutes ces configurations-là, ce sont exactement les mêmes. Donc, toutes les box arrivent avec la même configuration. Et donc, ça sature. Et les mêmes canaux. Alors, on pourrait changer, il y en a plusieurs bien évidemment, mais du coup on se retrouve avec des configurations similaires. Yann, en clair, quand tu as des clients qui veulent se faire un home cinéma, tu leur conseilles quoi ? De faire vraiment un inventaire de des ondes et des canaux utilisés sur leur réseau ? C'est vraiment ce qu'on leur conseille, c'est vraiment déjà de regarder ce qu'ils ont chez eux, de faire un décompte précis, un état des lieux de ce qui est connecté, parce que souvent les box sont limitées à 8-10 périphériques. Au-delà, souvent ça s'effondre. Ouais. Et encore à 8-10 périphériques, on arrive avec des produits de streaming. Maintenant, il y a des Netflix, il y a de l'Apple TV, etc., qui va aussi pomper beaucoup de bandes passantes. Là, tout va s'effondrer. Donc, c'est de faire cet inventaire et ensuite de voir comment améliorer la position déjà de son routeur, parce que souvent la position du routeur est très très mal placée. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais après, c'est aussi de reconstruire un vrai réseau derrière. C'est pour ça qu'on est là. On va en parler dans un instant pour vous rendre vraiment compte de l'état de votre réseau et surtout de l'influence que peut avoir autour de vous des entreprises, surtout quand vous habitez en milieu urbain, dans le centre de Paris par exemple, c'est impressionnant le nombre de routeurs Wi-Fi sur les mêmes bandes de fréquence. Il y a un super utilitaire qu'on utilise beaucoup ici, il s'appelle Wi-Fi Finder. Vous le lancez, regardez cette vidéo et il scanne vraiment tous vos réseaux Wi-Fi et vous voyez bien les bandes de fréquence et les spectres et les canaux qui sont disponibles. Déjà, si vous utilisez cette solution-là, ça permet de matérialiser très graphiquement et très simplement les canaux qu'il faut utiliser ou les bandes de fréquence et il faut plutôt privilégier, on en reviendra en fin d'émission parce qu'on va vous donner plein de conseils en fin d'émission, enfin la moitié de cette émission, pour bien optimiser votre réseau sans forcément tout changer, plutôt utiliser le 5 GHz, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis on l'a dit, il y a de plus en plus de besoins en matière de bande passante. L'arrivée d'AirPlay 2, par exemple, change considérablement la donne. Il y a d'autres standards, le DLNA, il y a Chromecast pour Google, et puis voilà, il y a des systèmes Sonos également, et tout ça pompe du réseau Wi-Fi, tout simplement. Énormément. On a beaucoup de produits. De plus en plus, les appareils sont connectés, peuvent utiliser les reconnaissances vocales. Donc, on va utiliser en simultané son dock qui va pouvoir connecter à Google ou à Alexa ou à Siri. On va donner un ordre, on va attendre l'ordre. Donc, il faut que la bande passante soit très rapide et qu'on ait beaucoup d'interactions entre sa borne, son routeur notamment, qui puisse faire des allers-retours très, très rapides entre les produits. Parce que chaque produit va demander un temps d'attente, ce qui était le cas avant sur les anciennes box. Ouais. On va voir que la donne va un petit peu changer parce que heureusement Lionel est arrivé, le Wi-Fi de 6e génération qui se veut la solution pour répondre à des problèmes récurrents de connexion notamment. Alors comment ça marche le Wi-Fi 6 ? Quels sont les avantages ? Toutes les réponses dans un instant avec Lionel.
Le Wi-Fi 6 débarque, faut-il craquer Bon, on a bien compris, la solution la plus simple est d'installer un tout nouveau routeur, un tout nouveau réseau Wi-Fi. Alors, on va essayer de vous guider sur les différents modèles pour bien les dimensionner. Mais parlons d'abord du Wi-Fi 6. Quelle est sa première vertu, Lionel? Je crois que c'est plutôt justement pour répondre à ces problèmes de congestion du réseau. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Wi-Fi 5... C'est ce que tu as devant toi, le voilà, Wi-Fi 6. Là, c'est notre... Il est un de nos routeurs Wi-Fi 6 voilà, qui est disponible proto, hein. aujourd'hui. C'est pas un proto. Les produits livrent depuis le début du mois de mai. Donc, une des premières fonctions du Wi-Fi 6, c'est de répondre à un besoin de capacité. Parce que c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. On a cette saturation d'objets connectés dans la maison. On rajoute. Et le Wi-Fi actuel n'était pas conçu, prévu pour absorber le trafic de tant de périphériques en simultané et surtout son perte de débit. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent toujours deux choses très simples quand on parle de Wi-Fi. Une couverture totale dans la maison, premier point. Deuxième point, ils veulent pouvoir utiliser tous leurs périphériques en simultané sans se soucier de problèmes de bande passante. C'est la première réponse qui est donnée par le Wi-Fi 6. Il a été pensé, conçu pour répondre à cette demande de multiplication de périphériques. Ouais. C'est pas juste une simple évolution en fait du Wi-Fi comme on a eu pour les générations précédentes. C'est vrai un vrai nouveau standard, on peut dire ça, dans la manière de gérer le réseau avec la création désormais de ce que tu m'as expliqué en préparant cette émission. Peut-être que le terme est très bon, mais de sous-canaux, ce qu'on appelle la technologie au FDMA. Désolé pour le terme barbare. Donc, est-ce que tu peux détailler par exemple la vidéo qu'on voit avec les échanges qui se font auparavant, c'était du point à point, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'auparavant, quand on visualise les antennes d'un produit, en fait, elles sont capables de communiquer en simultané, mais que sur un certain nombre de périphériques. C'était 3 le maximum. Ensuite, avant, j'avais un iPhone que je sollicitais pour aller sur Internet. Voilà. Ça sollicitait un iPhone, un Mac. iPhone prend 2 antennes, il communique avec ta box ou avec ton routeur Wi-Fi. Ensuite, on a un temps d'attente. Donc là, il se passe rien. Il se passe rien, parce que c'est pas du full duplex, donc on pose une question, on attend la réponse, et ensuite ça communique de cette manière-là. Alors, on avait possibilité de communiquer à 3 périphériques en simultané. Ouais, c'était les évolutions dernières. Voilà, le MIMO notamment, etc. Ça venait d'évoluer. Maintenant, on passe sur une génération de produits où il n'y a plus ce temps de latence. C'est un des changements fondamentaux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'intégralité des antennes qui sont dans le produit, donc ça monte jusqu'à 12, et on va communiquer en simultané avec l'intégralité des périphériques. D'accord. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir, donc, à partir du moment où on n'a plus besoin d'attendre la réponse, il n'y a plus de latence. On n'a plus de latence, il n'y en a plus cette congestion-là. Tout à fait. Alors, on en est où vous avez fait des tests, tu as pu le constater déjà, ces progrès pour la gestion de grosses solutions d'audio-vidéo notamment? C'est souvent ce qu'on conseille. Nous, on travaille beaucoup avec des intégrateurs, des gens qui font des grosses installations, qui ont des gros problèmes de réseau, souvent en Wi-Fi parce qu'ils ont besoin d'avoir du Wi-Fi pour piloter. Et c'est vraiment des solutions qui fonctionnent maintenant. On a utilisé beaucoup de systèmes en Wi-Fi 6, maintenant on commence à les installer. On a utilisé aussi pas mal de solutions Orbi, en solutions plus pratiques et plus simples. Et vraiment, on a des très bons résultats. On n'a plus du tout de problème de latence, on n'a plus du problème de décrochage des enceintes, plus du tout de soucis pour piloter un produit, parce que souvent on envoyait une commande et on attendait de 1 minute, 30 secondes que le produit réagisse, et maintenant c'est immédiat. Ouais, donc là, si on a un écosystème important à la maison, au bureau d'objets connectés et de périphériques, c'est plutôt pour ça que ça a été conçu, parce qu'on n'avait pas imaginé au moment où le Wi-Fi allait arriver. On pensait juste qu'un ou deux ordinateurs, ça suffit. Ça les suffit, et puis sont arrivés les smartphones, sont arrivés les tablettes, les téléconnectés, et aujourd'hui les objets connectés. Les objets connectés n'existaient pas. Ouais. Donc on parlait essentiellement d'informatique à l'époque. Alors pour ce faire, le grand changement, si on regarde attentivement la techno donc du Wi-Fi 6, c'est l'arrivée d'une nouvelle bande de fréquence en 2,4 GHz. Alors moi, ça m'a fait un peu bondir parce que pendant des années, vous nous avez expliqué qu'il fallait abandonner ces bandes de fréquences et on va vous le dire encore si vous avez des routeurs d'ancienne génération dans la deuxième partie de l'émission, allez plutôt sur du 5. Si vous avez du AC, donc du Wi-Fi 4, ou du N, du Wi-Fi 5 et du N, du Wi-Fi 4, c'est compliqué, il faut me mettre d'accord sur les dénominations. Et là, le 2,4 GHz revient. Pourquoi ? Il revient dans la partie pour cette histoire d'objets connectés. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, en 2011, le discours était clair. On basculait l'intégralité de l'écosystème sur du 5 GHz. On gardait le 2,4 uniquement pour des raisons de compatibilité descendante, parce qu'on ne voulait pas créer une rupture. Donc, ce qu'on a fait, maintenant, l'intégralité des objets ont tous migré. Je parle d'informatique, je parle d'audio-vidéo. Seulement, il y a une autre catégorie de produits qui n'existait pas à l'époque, qui était donc l'Internet des objets connectés, que ce soit des caméras, que ce soit des enceintes. Tous ces produits-là utilisent le 2.4 GHz, tout simplement parce que c'est le protocole sans fil qui te permet d'avoir la meilleure couverture
à l'intérieur d'un domicile. Le 5 GHz est plus puissant, il va monter plus vite en débit, mais la portée va se réduire. Il passe moins bien les murs. C'est ça. D'accord. Alors, on me signale dans l'oreillette ou presque que Stéphane Zibi est arrivé. Salut Stéphane. Ouais, bonjour Olivier, bonjour à tous, désolé pour le retard. Bon, on a l'habitude Stéphane. Bref, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ce constat que la majorité des gens qui nous regardent sont plutôt mécontents de la connexion de leur réseau Wi-Fi? Est-ce que tu as fait le même constat de ton côté? Bien sûr, on a fait tous le même constat. On sait tous qu'à un moment, quand on est dans notre appartement, aussi grand ou petit soit-il, on a le Wi-Fi qui passe un peu moins bien, même si les box essaient de proposer des différentes fréquences pour mieux couvrir, comme ça a été dit il y a quelques secondes, les lieux d'habitation. On est en fait toujours, et je pourrais en parler plus tard, mais c'est vrai qu'on a une exigence de plus en plus importante. Quand on est habitué à être connecté, on ne peut plus accepter ne plus être connecté. Et donc, c'est aujourd'hui, on se retrouve avec tout un tas d'outils supplémentaires, soit par le courant électrique, soit grâce à des mini-routeurs comme ceux de Google que j'ai chez moi, par exemple, qui me permet, désolé. Hein, les solutions mesh, c'est ça, hein? Ouais, voilà, qui permet on en parlera tout à l'heure du mesh. Qui permet donc d'avoir un débit qui peut être constant sur toutes les pièces, dans toutes les pièces, voire même un débit en Wi-Fi qui soit un peu plus important que ce qui avait été donné, mais on devient de plus en plus exigeant, et le fait qu'il y ait des nouvelles normes ne peut être que des bonnes choses, surtout si ça peut corriger déjà d'une part ce qu'on a pu connaître par le passé avec des petites défaillances pour certains, mais surtout en tenant compte de l'énormité des objets qui vont rentrer dans notre quotidien et qui vont encore plus alourdir les bandes passantes et voilà, et nos besoins. Tout est connecté de notre vie aujourd'hui. C'est ça. Si on avait des capteurs dans nos dents, ça viendra. Mais concrètement, toi, tu as abandonné ton routeur classique et tu as investi dans un routeur, tu l'as dit, Google. Oui. Ouais, ça va atteint la limite. Voilà, mais ça aurait pu être une autre marque. Hein, cette émission n'est pas sponsorisée, donc tu as tous les droits. Non, bien sûr. Moi, j'achète tout mon matériel, en cas où ceux qui se posaient encore des questions. Ouais, j'achète tout mon matériel. Bon banquier. Voilà. Et ce que je veux dire par là, donc je suis complètement. Quand je dis quelque chose que j'aime, je l'aime vraiment. Hein. Voilà, c'est ça que de dire. Mais là, en l'occurrence, ça marche parfaitement dans mon appart qui fait 100 mètres carrés, on va dire. Et c'est vrai qu'il y avait des chambres ça avait des zones blanches, on est bien d'accord. J'avais des zones qui étaient essentielles, dont la chambre des enfants. Et comme voilà, et donc là maintenant, depuis qu'on a eu ça, il n'y a plus aucun problème. La cuisine ni le salon. On va en parler tout à l'heure sur les solutions justement pour essayer de vous aider à, sans forcément tout changer, tout chambouler à la maison, à optimiser la diffusion de votre réseau Wi-Fi dans une deuxième partie de cette émission. Revenons au Wi-Fi 6 avec Lionel. Donc on a bien compris, ça résout vraiment les problèmes de congestion, c'est la promesse en tout cas. Et j'ai lu en préparant cette émission qu'un routeur de dernière génération, comme tu as toi, c'est le haut de gamme que tu as devant toi, il peut gérer jusqu'à 12 streams. C'est quoi un stream? Alors c'est un mot qu'on n'utilisait pas avant, parce que dans le Wi-Fi 5, on avait juste une logique en fonction des gammes de produits, et la vitesse du Wi-Fi du produit te permettait de t'orienter dans la gamme. Plus on est haut, mieux c'est. Mais on ne parlait pas forcément du nombre d'antennes qu'on utilisait pour atteindre ce débit, en fait. Et c'est ça aussi une nouveauté du Wi-Fi 6. C'est-à-dire qu'on a maintenant une flexibilité au niveau du nombre d'antennes qu'on utilise en simultané. On en ajoute. Typiquement, le produit devant moi, alors on ne les voit pas, mais c'est fait exprès. Il a fait plaisir le designer. Il y a des jolies ailes, après ceux qui connaissent... Une petite inspiration d'un film de l'espace assez connu de notre génération. Toute ressemblance est purement fortuite. Il n'y a pas Dark Vador sur le côté? Non, il n'y a pas loin. Donc, en fait, on intègre beaucoup plus d'antennes sur les produits, et c'est pour ça qu'on a créé effectivement ces ailes, c'est parce qu'on en a 12. Et en fait, c'est une des autres caractéristiques du Wi-Fi 6. Pour être plus efficace. Auparavant, on en avait une ou deux, ou celui qui est là-bas. Voilà, on les voit là aussi. Hein. On montait ici, on en a deux sur l'ampli qui est ici. Hein. Il y a les cachets là, vous ne la voyez pas de l'autre côté ici. Et du côté de Yann, sur le côté, vous voyez, il y a un ampli un peu plus classique dans sa présentation en tout cas, où on voit les deux antennes qu'on peut orienter en hauteur plus classique. Donc voilà, généralement, on montait jusqu'à 4 dans les produits en Wi-Fi 5. Bon, là, on monte jusqu'à 12. C'est-à-dire que ça fait partie des caractéristiques du Wi-Fi 6. On augmente le débit et la communication avec les périphériques en augmentant le nombre d'antennes. On a plus de flux en émission et en réception. Voilà. D'où le design de ces produits, parce que bien évidemment, d'un point de vue physique au niveau du produit, mettre 12 antennes sur un produit,
c'est pas très joli. Non, donc là, c'est compliqué à orienter. On les a intégrées, en fait, elles sont intégrées dans les ailes. Oui, et puis c'est vrai que on en parlera tout à l'heure parce que c'est une des questions Twitter, ça peut aussi faire peur, hein, ces petites antennes, c'est parfois un petit peu agressif. Concrètement, combien d'appareils aujourd'hui, tu disais que c'est vraiment optimisé pour les objets connectés, combien d'appareils tu peux gérer nativement sans se prendre la tête concrètement avec un routeur comme celui-là? Un produit comme celui-ci, donc qui fait 12 streams, on gère 50 à 60 périphériques en simultané sans aucune perte de débit. Parce que alors 50-60, ça peut paraître beaucoup, Yann, mais aujourd'hui, concrètement, moi j'ai fait le calcul à la maison, donc j'ai un Apple TV, une télé connectée, 2, un iPhone, 3, l'iPhone de mon épouse, 4, l'iPhone de ma fille, 5, un iPad, l'iPad de mon petit garçon, 7. Alors les enceintes connectées, c'est des Sonos, désolé, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà à 13 produits, une caméra de surveillance. Une Alexa 15, 2 Google Home 17. Désolé. Qu'est-ce que j'ai encore? Une imprimante. Une imprimante, ça fait 18. Un NAS, ça fait 19. Je dois avoir une bonne vingtaine de produits. J'en oublie, mais ça va très très vite, quoi. Ça va aller de plus en plus vite, et surtout quand on commence à équiper sa maison de musique, de streaming vidéo, parce qu'on va utiliser un Apple TV, on va utiliser Netflix sur sa télé, on va utiliser pas mal de systèmes, et systématiquement on va utiliser de la bande passante. Et là, l'intérêt de ça, c'est justement que ces streams vont pouvoir stabiliser sur chaque enceinte. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné d'avoir un flux continu, surtout en streaming, sur streaming vidéo, streaming audio. Quand on a une page internet qui s'affiche pas très vite, c'est agaçant, mais c'est pas très gênant, on arrive à la lire. Tandis que si on a une rupture dans le son ou dans l'image, c'est une catastrophe. 4K, par exemple, et c'est important de le souligner, hein, beaucoup de gens nous disent mais j'ai acheté la fibre, j'ai pris un abonnement à la fibre, mais je trouve, en termes de upload, je ne vois pas vraiment la différence parce qu'il ne faut pas utiliser le Wi-Fi du routeur. Hein, ça fait un goulet d'étranglement. Il faut utiliser un routeur de dernière génération. Alors justement, on parlait de débit. Là, on a parlé beaucoup de phénomènes de saturation qui, a priori, sont réglés avec le Wi-Fi 6. Qu'en est-il du débit? Est-ce que ça va tout simplement plus vite avec le Wi-Fi 6 qu'auparavant? Bien sûr, et c'est ce qu'on s'attend sur chaque changement de génération. C'est-à-dire que sur les 4 produits qu'on a lancés le mois dernier, le produit d'entrée de gamme est capable de gérer 3 gigabits de Wi-Fi. C'est-à-dire 3 fois le débit théorique d'une connexion filaire d'un Mac classique ou d'un PC classique. C'est ça. Gigabit Ethernet. Le milieu de gamme, il va passer à 6. Et le haut de gamme, je suis déjà à 11. Donc 11 gigabits de Wi-Fi aujourd'hui, c'est fantastique. Alors ça, c'est les débits théoriques. Bien sûr. Tu as fait des tests récemment, il y avait une Fanny Party hier soir à Paris, on embrasse Fanny. L'ambition, c'est d'aller aussi vite que le 10 gigabits, hein, qui est la dernière évolution du standard Ethernet, qui équipe notamment les dernières générations de Mac, mais pas tous. Est-ce qu'on y arrive ou c'est encore un peu tôt pour ça? Hier, on a réussi à montrer des communications sans fil au-delà d'1 gigabit. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on atteint une maturité du Wi-Fi où on arrive à faire le même débit finalement qu'un câble Ethernet et une prise filaire. Donc ce qui est ce que un peu attendaient les gens depuis quelques temps, à partir de quel moment on va avoir le Wi-Fi qui fonctionne aussi bien qu'un lien filaire. C'est chose faite avec le Wi-Fi 6. Bien évidemment, il faut aussi penser au filaire, il est toujours de la partie, parce qu'on a besoin de faire tout monter en compétences, c'est-à-dire aussi bien le débit en sans fil que le débit en Wi-Fi. Et c'est pour ça que dans cette génération de produits, on a donc aussi intégré un switch qui est lui-même compatible avec plusieurs débits. Ici, on va voir derrière avec les bornes Internet. Dont le multi-gigabit. En fait, ça va permettre aussi de connecter des périphériques, parce que maintenant on en a, tu l'as dit toi-même, le MacBook Pro, il est compatible avec du 10 gigabits. Ou l'iMac ou le Mac Mini. L'iMac, etc. On a d'autres périphériques, on a des NAS, etc. On peut connecter tous ces produits-là aujourd'hui avec un débit filaire plus élevé. Ce qui va donc aider l'intégralité du réseau à être aussi beaucoup plus fluide. Parce que le filaire ne sera plus non plus un goulet d'étranglement. Il faut y penser. Quand le Wi-Fi 6 monte en charge, il faut que le reste aussi évolue. Et Yann, il ne faut pas avoir le réflexe de dire bon, j'ai pris du Wi-Fi 6, c'est bon, ça peut gérer un maximum de bande passante. Si on peut encore tirer un câble, il faut privilégier le câble. C'est ce qu'on privilégie toujours. C'est le câble, c'est ce qui est conseillé. Par exemple, dans le domaine professionnel, les gens continuent à tirer du câble parce que c'est vraiment très stable. Après, c'est vrai que tous ces produits connectés, même si on tire du câble, il y a toujours un moment donné où on va les piloter avec un smartphone. Donc, on va avoir son iPhone, on va avoir un Android et les applications sont sur ces périphériques et à un moment, il va falloir les piloter. Donc, il faut quand même un bon Wi-Fi pour pouvoir donner les ordres à ces machines. Alors,
j'étais agréablement surpris que les produits arrivent déjà parce qu'il est tout frais. Il a été annoncé il y a quelques mois seulement. C'est un nouveau standard, mais il n'est pas encore vraiment gravé dans le marbre. On pense notamment au système de normalisation. Alors, il y en a deux, le IEE et le Wi-Fi Alliance. De quoi s'agit-il exactement ? On est où de la normalisation de ce Wi-Fi 6 aujourd'hui chez les constructeurs ? Alors déjà, il y a deux forces en présence. On a d'un côté l'I3E, qui est l'Institut de normalisation mondiale des standards de communication sans fil. Donc là, assis à cette table, on a les constructeurs de chipsets, on a les constructeurs comme nous, ce qu'on appelle les vendors, et on définit ensemble le standard. De l'autre côté, on a la Wi-Fi Alliance. Là, c'est un petit peu le bras armé marketing. C'est grâce à la Wi-Fi Alliance qu'on doit ce nouveau rebranding. On n'utilise plus Wi-Fi les termes. 4, Wi-Fi 5, voilà, Wi-Fi on 6. n'utilise plus 802.11 AX, ce qui est, d'un point de vue consommateur, est une très bonne chose. On va pouvoir situer les produits Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, c'est tellement plus simple. Donc, on normalise d'un côté. Et on envoie un message sur le marché de l'autre côté. En termes de standard, aujourd'hui, tous les produits qu'on a aujourd'hui sont en draft 3.0. Donc, qui est la dernière étape de la construction d'un standard. Le draft 4, qui est donc le final, est déjà en rédaction depuis plusieurs mois. Les produits qu'on a ici seront, il y a 99% de chances, compatibles avec la version finale du standard. Aujourd'hui, on en est assez sûr, puisque tout ça, c'est très mûr, parce que la Wi-Fi Alliance a déjà annoncé le programme de certification des produits Wi-Fi 6 qui démarre dès cet été. Donc on est sur un rythme qui est extrêmement plus rapide que celui que j'ai connu au standard d'avant. Donc il fera juste une petite mise à jour pour les rendre compatibles avec la dernière génération. Et ce qui explique aussi que certains constructeurs, dont un qu'on aime beaucoup dans cette émission, à savoir Apple, ne l'est pas encore adopté parce qu'il n'est pas encore certifié à 100%. Généralement, Apple attend la certification finale pour ça. Oui, généralement, il y a certains constructeurs qui attendent que ce soit effectivement terminé pour pouvoir, emboîter et lancer des produits compatibles. Mais il y a une dynamique qui est quand même assez différente. On a aussi on a beaucoup d'échanges avec les gens de chez Intel et ils ont donc déjà mis sur le marché, effectivement, tu me l'as amené également. Les puces qui en fait il y a permettent, du verre, attention à l'incrustation numérique. qui permettent en fait de mettre à jour un ordinateur On portable. a la carte du prochain MacBook Pro qui est là. Voilà, elle est là, la carte du prochain MacBook Pro qui sortira là dans 6 mois. Et donc c'est ça, en fait, Intel est en train maintenant de livrer les constructeurs d'ordinateurs portables. Donc cette carte-là, c'est ce que vous allez retrouver dans les linéaires des ordinateurs portables milieu et haut de gamme d'ici la rentrée des classes. Et des téléphones, il y a déjà des constructeurs qui ont déjà commencé à commercialiser. Bien sûr. Samsung a été le premier à emboîter le pas avec le Galaxy S10, enfin d'ailleurs les 3, qui sont tous compatibles Wi-Fi 6. Voilà, il y a de fortes chances qu'au moins un iPhone à la rentrée le soit également. Et ce serait un peu incompréhensible si ce n'était pas le cas. Je suis assez persuadé, puisque Apple a toujours été en amont là-dessus. Ouais. Concrètement, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Il y a une initiative que je trouvais très intéressante, justement de ces organismes de normalisation et d'alliances en général autour de Wi-Fi. C'est essayer d'expliquer, lorsqu'on se connecte, quel type de réseau je suis connecté. Alors, il y a un vrai progrès qui est attendu dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'on va avoir un logo qui va apparaître différemment en fonction du type de réseau sur lequel on va se connecter en Wi-Fi, sur macOS 10 par exemple. C'est ça, on va avoir le chiffre qui va correspondre donc 6 ou 5 ou 4 si vous n'avez pas de chance. Donc on sait ce qu'on peut faire derrière du coup. On sait sur quoi on est connecté, c'est visuel. Donc sur le périphérique, on peut voir très très vite ce qui se passe. Ouais, donc ça permet, si vous êtes dans un hôtel, si vous êtes en déplacement, de vous dire, bon là, pas besoin de lancer un bench, vous savez, a priori, si vous avez de la bande passante qui suit derrière. Aujourd'hui, tu l'as dit, le Wi-Fi 6 est une réalité chez Netgear. Il y a quoi, 4 modèles aujourd'hui de routeurs ? On a 4 modèles de disponibles et on va compléter l'intégralité de la gamme d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce que ça sert véritablement aujourd'hui de s'équiper déjà de Wi-Fi 6 à partir du moment où l'écosystème reste encore assez peu développé ? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée en clair à déjà passer le pas avec du Wi-Fi 5 ou du Wi-Fi 4 à la maison avec un vieux Mac, un vieil iPad ou des caméras de surveillance ? Je dirais qu'il y a un intérêt immédiat parce que une des grandes forces de ces produits-là, c'est d'augmenter la capacité. Et dans ce cas-là, je n'ai pas forcément besoin d'avoir ma carte client qui est elle en Wi-Fi 6. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir le dernier Galaxy. L'intérêt de ces produits-là, et avant tout, c'est de répondre à cette demande de tous ces périphériques qu'on utilise à la maison. Et là, il y aura un bénéfice immédiat. C'est-à-dire tout ce que tu nous as décrit tout à l'heure en matière de saturation des réseaux et comment le Wi-Fi 6 permet à diluer tout ça, on l'obtient aussi avec des anciennes générations de Mac ou de PC ou de smartphone à la maison. On n'aura pas le débit, mais on aura moins de problèmes de saturation. C'est ça, exactement. Bien. On va essayer de répondre aux nombreuses questions, encore une fois, que vous posez sur le réseau Wi-Fi et comment notamment les améliorer. Mais d'abord, place à la question stockage. À quoi sert la fonction de chaînage propre au Thunderbolt 3 ?
Le standard Thunderbolt 3 est désormais présent sur la plupart des marques de dernière génération. Bien qu'il partage la même connectique que l'USB-C, il a pour avantage de proposer des débits bien supérieurs jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde. L'autre avantage propre au Thunderbolt est sa fonction de chaînage. Il est en effet possible de relier différents périphériques entre eux pour créer une chaîne. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il suffit de connecter un disque Thunderbolt 3 à votre Mac. Sachez que le premier périphérique est celui qui dispose de la plus grande priorité d'accès. Choisissez donc plutôt un disque de travail comme ce modèle RAID. Par la suite, vous pouvez connecter divers périphériques Thunderbolt 3 comme ici un écran, un disque SSD de poche ou encore un hub Thunderbolt 3. Ce dernier est pratique pour relier à votre Mac tous ces périphériques qui ne sont pas Thunderbolt, au standard par exemple USB, Ethernet ou HDMI, et ce, sans utiliser de multiples adaptateurs fort onéreux chez Apple. Enfin, dernier truc, une chaîne Thunderbolt 3 accepte que son dernier maillon soit au standard USB-C, comme ce disque de poche. Une fois chaînés, vos périphériques n'occuperont qu'un seul port Thunderbolt 3 de votre Mac. Et pratique encore, si vous disposez d'un MacBook Pro, sachez que la connexion Thunderbolt 3 va également permettre de recharger sa batterie. Plus besoin d'utiliser un chargeur électrique. Voilà, vous savez tout sur le stockage, ou presque. On passe maintenant à d'autres questions. Cette fois-ci, ce sont les questions Twitter, les questions que vous posez autour du Wi-Fi avec Virgile. Virgile, quelles sont les questions que tu as sélectionnées sur le compte Twitter dont on fait le max cette semaine ? Alors, cette semaine, beaucoup de questions, et on a sélectionné du coup 3, dont la première posée par BCXBCD, qui dit « Tous les routeurs Wi-Fi 6 ont un port 5 Gb seconde maximum, alors pourquoi mettre des débits supérieurs à 10 Gb seconde ?» Donc, si tu remontes l'arrière du routeur Wi-Fi 6, explique-nous tout ça et réponds à la question, ce sera beaucoup mieux que moi. Donc en fait, on a deux choses. On a le switch gigabit traditionnel avec ses 4 ports. Ce qu'on voit à droite, voilà, à gauche sur l'écran, excusez-moi. Et en plus de ça, on a maintenant des ports multi-gigabit. Ce que tu as sur la gauche, donc c'est une techno chez vous, qui permet d'aller au-delà du 1 giga, qui est la vitesse que tout le monde connaît depuis des années. Ouais. Donc là, on peut faire du 1 gigabit ou du 2,5 ou du 5. Bien évidemment, il faut connecter un périphérique qui est compatible de l'autre côté. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça veut dire qu'on peut agréger et mettre en sandwich en parallèle 2 fois 5 gigabits, c'est ça ? Alors, on peut agréger... C'est comme ça qu'on arrive au 10 ? Là, non. En l'occurrence, le port tout seul, un seul port, est capable de distribuer un débit qui monte jusqu'à 5 gigabits. D'accord. Alors que le standard, d'habitude, c'est du 5. On est aussi capable d'agréger 2 ports individuels, les envoyer sur la même machine et de faire une agrégation de canaux pour obtenir du 2. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Mais maintenant, on a une autre techno qui nous permet de faire ça, c'est le multi-gigabit. Donc, de la même manière, les modèles Apple qui sont équipés seront aussi compatibles avec ça. Donc là, il y a un bénéfice immédiat en utilisant ces ports-là. Très bien. Autre question, Virgile, cette semaine. Ouais, alors une autre question du coup posée par Dark Linux. Le chiffrement fort au-delà des 2048 bits RSA est-il à l'ordre du jour ? Alors, on n'a pas parlé de sécurité autour du Wi-Fi 6. Le chiffrement fort, qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? Si tu peux essayer d'expliquer un petit peu pour ceux qui sont un peu moins férus que Dark Linux en matière de sécurité. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, la partie sécurité. Donc, le protocole par définition appliqué sur le Wi-Fi 6, c'est ce qu'on appelle le WPA 3. Donc, on était au 2 auparavant. C'est ça. Donc le 3 est une évolution du WPA 2, mais qui n'est pas un changement fondamental. C'est-à-dire qu'on a juste ajouté des protocoles supplémentaires au niveau de la connectivité entre les périphériques et de la manière dont ils s'associent entre eux, en fait. Et renforcer cette sécurité-là. Ça s'appelle le handshake, pour être précis. Mais en aucun cas, le protocole de sécurité fonctionne différemment le 3 que le 2. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes technologies d'encryption qu'on avait auparavant. Mais je dirais qu'il n'y avait pas un besoin à augmenter la techno d'encryption parce que la plupart des brèches de sécurité n'arrivaient pas au niveau de l'encryption qu'on utilise, mais plutôt de ce qu'on vient de résoudre, qui est le handshake entre les différents périphériques. Donc c'est ça le WPA3. Ouais. On sait que Yann sont majoritairement pointés du doigt en matière de sécurité, ce sont les objets connectés. Oui. Alors je ne sais pas s'il y a un travail qui est mené particulier de votre côté sur les enceintes ou sur les amplis, mais au-delà, c'est vrai qu'il y a certains... utilisateurs dont on fait le Mac ou ceux qui nous regardent, avec qui on échange, eux qui conseillent carrément de créer un réseau pour les anciennes générations de bornes, par exemple d'utiliser le réseau invité de votre borne Wi-Fi pour mettre tous les objets connectés, comme ça il est séparé du réseau principal pour éviter les problèmes de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer aujourd'hui ? C'est quelque chose qu'on peut imaginer, on peut l'imaginer avec un deuxième VLAN, un peu plus technique, mais oui, un deuxième routeur dédié aux objets connectés. Ça peut être une sécurité, parce que c'est vrai que tous ces produits utilisent des protocoles qui sont par exemple l'UPnP et le DLNA, qui ne sont pas des protocoles
très sécurisé, malheureusement. Ça, c'est des vieux protocoles qui sont assez ouverts, puisqu'on ouvre beaucoup de ports pour pouvoir avoir des streams de multiples devices, donc que ce soit du Spotify, du Deezer, etc. Donc tous ces systèmes nécessitent ces connexions sur des ports qui sont très très ouverts, malheureusement. Ouais. Et puis j'ai fait l'expérience encore récemment, j'ai acheté un petit robot, aspirateur chez nos amis de chez Xiaomi. Et impossible de le configurer sur mon réseau Wi-Fi, ça ne marchait pas, parce qu'en fait il fallait un réseau dédié de 2,4 GHz, moi je suis en 5 GHz, donc ça ne passait pas. Puis accessoirement, ça ne marche pas avec l'iPhone. Donc j'ai tout essayé, puis comme par hasard, je branche l'Android d'un ami et il a été détecté du côté. Une fois qu'il s'est jumelé avec mon réseau Wi-Fi, l'iPhone l'a détecté. Donc prudence avec les objets connectés, c'est pas toujours évident de les configurer. Et avec les réseaux, il y a parfois des surprises. Bon, c'est sûr, l'aspirateur il coûte pas cher, mais moi j'ai pas lu qu'il y avait des problèmes de compatibilité sur les différents tests de nos amis journalistes ou amis youtubeurs. J'étais plutôt furax quand je dis putain j'ai acheté et ça se connecte pas. J'étais un peu vert. Bref, dernière question Twitter avec Virgile. Du coup, la dernière question posée par Sue Heil, qui est: quel est l'impact du Wi-Fi sur la santé? Alors, c'est une question traditionnelle, on nous la pose tout le temps et on va certainement avoir plein de commentaires de ce genre sous la vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que tu peux répondre aux inquiétudes légitimes des gens envers la provocation des ondes en général et du Wi-Fi en particulier? C'est une question qui revient de manière très régulière, qu'on a eu beaucoup aussi lorsqu'Orbi est sorti, puisque tout d'un Orbi, coup... c'est ça, on va y revenir tout à l'heure. Tout d'un coup, on passait les murs. Alors les gens nous disaient, mais attendez, vous avez mis quoi là-dedans? Passe-muraille. Ouais, passe-muraille. Comment vous avez fait pour tout d'un coup passer les chapes de béton alors que c'était pas possible avant? Donc il faut quand même savoir que dans les produits Wi-Fi, on est soumis en tant que constructeur à des régulations. Donc on a une régulation qui est mondiale, en dessous de ça on a une régulation qui est européenne, donc qui est définie par le logo CE. Donc nous on se respecte d'implémenter dans les produits ces normes. Et il faut savoir que dans chaque pays en Europe, il y a un institut qui est chargé de surveiller l'application de ces normes dans les pays concernés. Donc on a 3 niveaux de filtres pour vraiment assurer aux consommateurs que les produits qu'ils achètent et qui sont commercialisés dans les marchés en Europe respectent bien à la clé ces normes d'émission, puisqu'en fait on parle de normes d'émission au niveau du produit Wi-Fi. Donc on est dans je dirais une puissance d'émission en termes d'émetteurs qui est limitée et qui est bien inférieure pour un réseau Wi-Fi à celui d'un routeur 4G, on peut l'imaginer. Absolument, on espère bien. En termes de puissance d'émission, pour donner un chiffre, on est en dessous de 100 milliwatts. Ouais. Donc c'est très très faible. Et un téléphone comme celui-ci, par exemple, comme cet iPhone, c'est beaucoup plus puissant. Les téléphones mobiles et la norme qui s'y colle, qui est dans ce cas-là le DAS, ces produits-là ont des puissances d'émission et de réception qui sont beaucoup plus costauds. Et en plus, ils ont la faculté à moduler cette capacité d'émission-réception en fonction de l'endroit où ils se trouvent et à savoir est-ce qu'ils accrochent ou pas. Donc ils augmentent ou ils diminuent leur puissance. En dynamique. Il y a une différence quand même, c'est que moi mon téléphone, je le colle à l'oreille, ma borne Orbi, c'est pas souvent le cas. Donc a priori... Ça va pas bien téléphoner. Ouais, ça va pas très bien téléphoner. Stéphane, c'est une question qu'on nous pose souvent, la dangerosité de manière générale des ondes Wi-Fi, de la 4G, demain de la 5G. Quelle est ton opinion et quelle est la réponse que tu adoptes? Il y a aussi une question de bon sens, on va pas mettre évidemment un routeur à côté de la table basse, la table de chevet du dernier de la famille. Il faut être... c'est du bon sens. Oui, même j'ai cru voir ou entendre, je l'ai plus vu depuis quelque temps d'ailleurs, que certains opérateurs mettaient en avant l'arrêt du Wi-Fi pendant la nuit pour pas que... Je trouvais ça me fait sourire, mais je vous entends ça, mais c'est vrai que tout ça c'est un peu hypocrite. On sait pas trop les effets du téléphone sur notre santé. Régulièrement, il y a des dossiers qui disent globalement que ça va, on va pas tous mourir et tout, mais tout excès de toute façon en tout, même si je prends l'excès d'eau, même par temps de canicule comme aujourd'hui, c'est mauvais pour la santé. Donc tout excès d'ondes, bien sûr, si on va concentrer plein d'ondes en plein milieu, donc c'est sûr que quand on fait les choses raisonnablement, et comme ça a été expliqué, les fabricants ont des règles à respecter, parfois à 3 niveaux. S'ils les respectent déjà, on va dire que c'est bon. Si ces critères ont été définis, c'est qu'on pense qu'ils sont acceptables pour la santé. Maintenant, s'il y en a qui, après ça, continuent à se plaindre qu'ils aillent vivre sur une île déserte, ça sera la seule solution pour eux. Sans aller jusque-là, mais c'est vrai que... oui, mais ce que tu veux, je dis, moi, les gens qui se plaignent de ça, moi, je dis, ils ne veulent pas être connectés, avoir tous les services qu'ils veulent, pouvoir savoir s'ils ont perdu 3 d'indice de masse graisseuse, etc., 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 et après, d'un seul coup, se plaindre.
J'ai oublié dans ma liste d'objets connectés ma balance connectée. Évidemment, voilà, ça me revient. J'allais Encore un. J'allais te dire, Je regarde dès que plus ces derniers temps la balance connectée. J'ai arrêté. dès que tu te pèses, je reçois une alerte. Je sais bien, c'est terrible. Mais blague à part, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait. Et j'ai des amis qui me disent, mais tu vois, moi, je coupe le Wi-Fi. C'est vrai que à partir du moment où on a des enfants, c'est vrai on développe une fibre qu'on n'avait pas, sans jeu de mots, qu'on n'avait pas auparavant. Mais je lui dis, mais tu as regardé autour de toi le nombre de routeurs Wi-Fi qu'il y a chez ton voisin, etc. Donc ça traverse les murs. Donc pourquoi pas, mais voilà, je suis assez perplexe. Bref, nous allons continuer à répondre aux nombreuses questions concernant le Wi-Fi avec un chapitre spécial qui lui est dédié pour vous aider justement à optimiser votre réseau à la maison. Alors, comment améliorer son réseau Wi-Fi ? On l'a dit en préambule de cette émission, Yann, si tu veux prendre la parole, il faut bien sûr bien positionner son routeur. Il faut toujours très bien positionner son routeur. Souvent, ce qu'on voit, c'est que le routeur est positionné ou dans l'entrée, dans l'armoire électrique. Oui, parce que c'est là où il y avait la prise téléphonique. C'est là où il y a la prise téléphonique et c'est une catastrophe, surtout avec les nouvelles armoires électriques qui sont en métal. Donc souvent, on retrouve les routeurs dedans, donc il n'y a plus d'émissions. C'est une cage de Faraday. Puis c'est génial, c'est le voisin qui a le Wi-Fi plutôt que vous. Voilà, nous, on n'a rien, mais le voisin est heureux. S'il a vos codes, il sera pareil. Parce que il faut le dire qu'un routeur Wi-Fi standard a tendance ou une box à rayonner en cercle. Oui, c'est comme un donut. Si vous le mettez à l'extrémité de l'appartement, c'est l'appartement d'à côté qui a la moitié de l'autre. C'est comme un donut autour de l'antenne en fait. Donc dès qu'on a ce donut, si on met une plaque de métal ou de l'eau ou quoi que ce soit, on va couper cette onde. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Souvent aussi, on va les retrouver très bas dans les maisons, donc c'est-à-dire sous le meuble télé. Oui, on veut le cacher. On veut le cacher. Donc ça pose aussi des problèmes parce que le Wi-Fi, il vaut mieux qu'il soit un petit peu en hauteur. Donc si on a son routeur positionné plus en hauteur, on va avoir une meilleure couverture de son appartement ou de sa maison. Donc ça, c'est des éléments importants. Et surtout, de ne pas trop se rapprocher de murs porteurs, d'essayer de s'échapper au moins d'un mètre d'un mur porteur, d'être sur des murs plus les murs porteurs, de manière générale, le Wi-Fi, ça n'aime pas le béton. Le béton avec du métal. Le bois, il a un peu de mal aussi. Le bois, ça va à peu près. C'est le béton, métal qui est compliqué, L'eau est un très très gros problème. Ouais, a priori, les murs ou les piscines, ça court pas les rues. Ça court pas les rues, mais en tout cas. On a eu des cas avec des aquariums qui ont été placés devant un routeur, donc ça pose des problèmes, donc ça coupe complètement. Les poissons vont bien, rassurez-moi. Les poissons vont très bien, il n'y a pas de souci, mais la réception de l'autre côté était mauvaise. Ou ça peut être aussi, on fait une soirée chez soi, on a des enceintes connectées ou un système connecté, on a invité beaucoup de monde, chaque corps humain est de l'eau. On a beaucoup d'eau et on va absorber beaucoup les ondes. C'est vrai que des fois, on fait des essais, ça marche, puis il y a plein de gens, ça marche plus ton système. Ça marche plus. Il suffit dans ce cas-là de replacer le routeur un peu en hauteur, qui ne va pas couvrir les gens au-dessus, et tout va fonctionner. Alors, on le disait en préambule, Lionel, on peut simplement jouer aussi sur le canal en utilisant l'utilitaire qu'on vous a montré tout à l'heure. Oui, bien sûr. Wi-Fi Finder, on change de canal et là, on essaie de trouver le canal qui est le moins obstrué, mais ça devient quand même compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de routeurs dans certaines zones très denses de la population. En milieu urbain, c'est compliqué parce que c'est des zones un peu chargées. Donc là, c'est principe de bon sens. Il faut aller là où il y en a le moins. Avec ces produits-là, on est tout à fait capable d'aller dans l'interface et donc d'arriver à paramétrer et de forcer et de dire voilà, je souhaiterais que ma bande en 1.4 utilise tel canal, je souhaiterais que la bande en 5 utilise tel canal. Chose qui reste, je trouve, un peu technique aujourd'hui. Là où un produit comme Orbi se joue de tout ça, puisque in fine, Orbi fait cette analyse pour vous, c'est une des grosses différences avec le système Wi-Fi, regarde l'environnement et lui s'adapte en permanence. Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces produits, on se dit souvent ça marche par magie, mais non, la raison elle est là. On parlait de canaux, il faut aussi privilégier les bandes de fréquence. Si vous avez des modèles un peu anciens, donc pas un peu anciens, pas du Wi-Fi 6, il faut plutôt privilégier le Wi-Fi, pour le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 4, la bande de fréquence de 5 GHz. Tout à fait. C'est là où on aura le plus d'air, le plus de capacité à communiquer et là où on a le plus de débit. Et moins de canaux qui se chevauchent. Voilà. Il faut savoir que sur le 2.4, on a 3 canaux réellement disponibles. Bon, ça c'est pour un peu technique, mais on a le canal 1, 6 et 11. Et les autres se chevauchent. Si on utilise le 3, il va chevaucher un peu sur ceux qui vont travailler sur le 1 et sur le 6. Par contre, la réception est un petit peu moins bonne en 5 GHz, donc la portée est un peu moins bonne. Courte. C'est là, justement, où ce type de produit prend tout son sens, où on peut mailler. On va en reparler dans un instant. Donc, si rien ne s'améliore, que sa box est arrivée, parce que la plupart des gens utilisent des box un petit peu en bout de course, il ne faut pas trop compter sur les opérateurs, parce que ce n'est pas leur métier non plus de proposer des solutions pour regarder leur box. Il faut passer à un nouveau routeur.
alors comment on connecte concrètement un routeur comme celui-là à sa box? C'est assez simple. En fait, il faut bien évidemment couper le Wi-Fi de la box. Et puis, on va utiliser le port marqué Internet. Qui est en jaune généralement. Voilà, qui est en jaune. Il y a un câble qui est fourni dans la boîte. On connecte le premier port ici. De l'autre côté du câble, on va le connecter sur sa box, sur un des ports Ethernet disponibles de la box. Ensuite, on démarre le routeur et ensuite, l'installation se fait et ça devient le nouveau point de démarrage de la connectivité à la maison. C'est la différence. Il faut quand même désactiver le Wi-Fi de sa box, c'est quand même mieux. Moi, je le conseille parce que en fait, ça ne fait que le perturber, in fine. Et aussi, ça force aussi les gens à ne plus l'utiliser parce que le nombre de cas de figure où les gens ont installé un routeur, ils ont laissé le Wi-Fi allumé de la box et ils continuent toujours à se connecter sur la box. Au moins là, c'est clair, on force les périphériques à se connecter sur le nouveau routeur qu'on a installé à la maison. En tout cas, un nouveau routeur, c'est vraiment indispensable. Yann, si on a la chance de disposer de la fibre, il faut oublier les routeurs qui sont intégrés dans la plupart des box. Il y a quoi Il y a que Free, c'est pas parce qu'on est à l'école 42 qu'on le dit, mais il y a quasiment que Free qui offre une solution qui est viable, et mature pour des gros débits. Et encore, si on veut du 10 gigabits, bien sûr, il faut oublier le Wi-Fi. Non, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'il faut systématiquement, et ça c'est un conseil avec tout ce qui est connecté derrière, rajouter un vrai routeur derrière. C'est un mini PC, c'est quelque chose qui va trier, qui va diriger les flux un peu partout. On ne peut pas avoir un produit, entre guillemets, entrée de gamme si on a beaucoup de produits. C'est comme si on voulait avoir un compteur chez soi et on commence à rajouter une gazinière, une plaque feu, etc. À un moment donné, il faut augmenter la puissance du compteur et c'est exactement la même chose qu'on va faire avec un routeur. C'est une bonne analogie. Alors, quel routeur choisir? Il y en a vu qu'il y a du Wi-Fi 6, mais bon, c'est pas forcément un choix automatique et on peut choisir d'autres normes. Il y a vraiment beaucoup de normes, mais c'est parfois un petit peu compliqué. On en parlait en préambule de Orbi, le Wi-Fi Mesh avec Stéphane. Toi, tu as fait le choix du Mesh à la maison avec des bornes Google Wi-Fi qui l'ont beaucoup popularisé. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de mailler le réseau. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment résolu ton problème de réseau? Ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, moi, je ne suis pas chez Free. C'est pas grave. Orange. Et en gros, j'avais en Wi-Fi à peu près 405. J'ai une bonne connexion fibre. Quand on était proche de la box, on était à 400 mégas. En Wi-Fi. Très bien. En Wi-Fi. Ce qui est remarquable, en Wi-Fi à 400 mégas. Remarquable. Non, mais je suis pistonné peut-être. Ah bon, d'accord. Bon. Non, mais j'ai vu sur le siège social d'Orange. D'accord, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça. Dans le quartier, on a de la chance. Et en fait, en ayant mis, par contre, ces 400 se réduisaient à 1 dans les, 1 mégabit. Dans les chambres des enfants. Ouais, c'est-à-dire tu tombais donc à l'autre bout. Connexion donc, ADSL d'il y a quelques années, dirons-nous. Ouais. Voilà. Donc en gros, on était autant d'AOL, on va dire. Ouais. Et je suis méchant là. Non, c'est bien AOL. Souviens-toi. Oui, c'est magnifique. Et donc j'ai mis ce système-là, et dans ce système-là, je me suis passé à 700 mégas de débit. Et dans les chambres, je suis à peu près à 100 mégas. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Même si je espérais avoir plus, mais 100 mégas, les gosses peuvent déjà faire ce qu'ils ont à faire et mon grand peut travailler sans problème dans sa chambre. Oui, il pas que seulement travailler à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Si. Le grand travail, il a ses concours en ce moment et je pense à lui, il a ses euros aujourd'hui pour des écoles d'ingénieurs. Il fait chaud, le pauvre. Concrètement, tu veux nous expliquer un petit peu le fonctionnement du Mesh et des Orbi? C'est la même famille, la même philosophie que les Google. Le constat était simple. Pour couvrir une maison de manière intégrale, en fait, on avait besoin de rajouter des produits physiques. Tout simplement parce que ce protocole Wi-Fi, que ce soit le 5 ou que ce soit le 6, on se base sur le 2.4 et le 5, sont des standards sans fil qui n'ont pas été conçus pour passer les murs, contrairement à la téléphonie mobile. Ouais. Parce que là, on est sous le gigahertz, largement en dessous, et là, c'est effectivement, on peut rentrer dans les bâtiments. Donc du coup, une des problématiques du Wi-Fi, c'était d'arriver à couvrir la maison en intégralité. C'est là où sont venues l'idée des systèmes Wi-Fi, où finalement, on va mailler dans sa maison, on va placer plusieurs produits, en fait, qui vont nous permettre d'obtenir cette couverture intégrale. Et là où Orbi se différencie par rapport au reste des solutions du marché, c'est qu'en fait, on a créé un lien très puissant, extrêmement puissant, entre tous les Orbi qu'on n'utilise pas pour la redistribution et la connexion des périphériques. C'est ça qui fait la force d'Orbi, in fine. Donc, on a un espèce d'autoroute de l'information Wi-Fi qui est dédié aux Orbi, qui les interconnecte, et derrière, on peut connecter tous ces périphériques et en envoyer un nombre assez considérable, tout en couvrant une maison complète. Donc en clair, c'est des packs
On achète une borne, 2 bornes, 3 bornes, 4 bornes. On peut agrandir au fur et à mesure de ses besoins si on déménage, etc. Il y a différentes topologies. Et on appuie sur un bouton, elle se jumelle avec la borne qui est à distance et donc répète automatiquement le réseau. Mais c'est un vrai réseau natif, c'est pas juste un répétiteur. Ce n'est absolument pas un répéteur. Ouais. Je sais qu'Yann n'aime pas du tout ces produits-là. C'est vraiment, on crée un réseau Wi-Fi et on crée un réseau sans fil d'interconnexion entre chacune des bornes. Un vrai émetteur. Il ne peut pas y avoir de saturation. Pièce, c'est une logique de tuyau. C'est-à-dire on crée un tuyau sans fil et à chaque fois on met une borne dessus. Et donc, il n'y a pas de saturation. Alors concrètement, est-ce qu'il vaut mieux privilégier aujourd'hui du Wi-Fi Mesh qui est popularisé, qui est bien moins cher aujourd'hui, parce que les prix, j'ai vu d'Orbi, c'était assez élevé au départ, et puis les prix ont bien baissé parce que c'est popularisé. Ça se démocratise, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant. Ou carrément investir dans du Wi-Fi 6. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? Plutôt du Mesh aujourd'hui ou du Wi-Fi 6? Je dirais que quelqu'un qui est dans une problématique de maison, avec du multi-étage, avec des murs porteurs, où on sait qu'effectivement, au bout d'un moment, il y aura cette problématique. Je orienterai toujours vers les systèmes Wi-Fi, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui va permettre d'aller au-dessus ou en dessous. Donc plutôt du mesh. Plutôt du mesh, voilà, un système Wi-Fi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette problématique-là, mais qui veut des objets connectés, qui a besoin d'avoir du débit, qui veut capitaliser sur la ligne fibre qu'il a à la maison. Là, je peux l'orienter tout de suite sur le Wi-Fi 6, sachant qu'aujourd'hui, les prix d'introduction des produits ne sont pas ceux qu'on a connus lors du Wi-Fi 5. Concrètement, ça vaut combien une borne Wi-Fi 6? Le premier produit ici, il est à 199 € et on est déjà à 3 gigabits de Wi-Fi. Et si on veut un pack... un pack de 2 Orbi, aujourd'hui, on est dans un peu moins de 400 €. Ouais, d'accord, donc ça reste relativement... On n'est pas au niveau des mêmes puissances. Pour être au même du puissance, il faudrait être sur le modèle qui est là-bas, qui lui arrive à peu près à 6 gigabits de Wi-Fi, on est à 329. Donc ça se joue, mais les besoins sont différents. Sachant que normalement, ces produits-ci devraient à terme, les produits mesh qu'on a là, devraient intégrer, les Orbi devraient intégrer également du Wi-Fi 6 dans tout à fait, puisqu'on veut amener ça sera plus vers la rentrée, mais on n'en est pas loin maintenant, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on veut amener cette technologie aussi sur les systèmes Wi-Fi, parce qu'il y a toujours cette demande, et notamment en France, d'avoir ces couvertures sur des multiniveaux dans les maisons. Bien. Alors, on a beaucoup parlé du mesh avec Stéphane, et vous avez vu que c'est vraiment des solutions moi, que j'utilise aussi à la maison, et j'en suis très content, bien que je n'ai pas un grand appartement comme Stéphane. On a vu arriver aussi la technologie MIMO il y a quelques années, c'était le fer de lance de la Freebox HD, souvenez-vous, cela ne rajeunit pas. Et puis, Free a rajouté une couche avec la Freebox Delta et le MIMO. Alors, c'est quoi le MIMO? Moi, j'y comprends plus rien avec ces sous-normes. Disons que là, on s'attaque aux antennes et à la manière dont elles fonctionnent au niveau des produits. Donc, le MIMO, donc c'est Multiple MIMO, ça a été introduit avec le Wi-Fi 5. Et donc, ça permettait pour la première fois d'utiliser jusqu'à 4 antennes en simultané. Et ces 4 antennes pouvaient communiquer avec 3 périphériques en simultané. Donc ça permet d'aller plus loin que le Wi-Fi traditionnel et ça se rapproche un peu de la philosophie du Wi-Fi 6 quelque part. Alors le Wi-Fi 6, il a mis encore la barre plus haut parce que là, on utilise non seulement plus 4 antennes, mais on peut utiliser jusqu'à 12 antennes aujourd'hui. On en aura encore plus dans les années qui suivent et on va pouvoir les utiliser en simultané sur l'intégralité des objets connectés, mais sans avoir ce phénomène d'attente. Donc là, maintenant, on est sur une communication en full duplex. Et c'est vraiment la seule partie du Wi-Fi 6 qui donc nécessite d'avoir un périphérique Wi-Fi 6 compatible. D'accord. Tout le reste est acquis. Ok. Alors, tu le disais, une solution tout simple également, donc si on n'a pas de problème de débit, mais de problème de portée, puisque la famille s'agrandit, on déménage, etc., c'est d'utiliser, c'est très populaire, les répéteurs. Moi, j'en ai installé un chez mes parents. En Corse, j'étais dans une boutique Orange et ils m'ont filé un Netgear, donc je l'ai installé, ils sont très contents. Toi, tu n'es pas très fan. Alors, ils ont des besoins assez basiques, mes parents. Il y a un iPad et un Mac, c'est tout. Le problème un iPhone. Le problème du répéteur, c'est que ça a tendance à diviser l'énergie que ça va prendre, puisqu'en fait, ça va capter un signal, ça va le redistribuer, ça va le reprendre, le redistribuer. Et à chaque fois, il y a un temps d'attente et un temps de latence, et on va diviser en même temps le débit qu'on a au départ. On n'ignore pas le débit, on améliore juste la portée. Juste la portée. Et on va réduire en fait son débit par 2 pratiquement. Donc en clair, si on n'a pas beaucoup de périphériques, c'est une bonne solution comme le cas de mes parents. Voilà. C'est ce que j'appelle la bonne solution de bricolage. Ouais. Mais si on veut quelque chose de sérieux, c'est vrai que moi je conseille maintenant de passer sur du mesh, vu que ça c'est enfin disponible, puisque ça se popularise. C'était une norme qui a mis du temps à arriver sur le marché, qui existait dans le domaine professionnel, dans les hôtels, etc. Mais cette norme arrive maintenant et ça c'est vraiment très bien. Et maintenant après, pour les fous de puissance, il y a autre chose, il y a le Wi-Fi 6.
L'avantage aussi du répéteur, c'est que c'est discret, ça se met comme un petit chargeur d'iPhone, ça coûte quelques dizaines d'euros, quoi. C'est très compact, on démarre sur des prix qui sont dans les vingtaines d'euros jusqu'à 100, mais ça, comme le disait Yann, on ne résout pas le problème. C'est un petit peu le copier-coller du Wi-Fi existant. On va étendre un peu la couverture, mais on ne va pas résoudre de problématiques de débit. Oui, il y a un petit bouton, j'avais vu quand je l'ai installé chez mes parents, un petit bouton WDS, et puis ça s'est harmonisé, ça se connecte automatiquement à la Livebox qu'ils avaient à la maison. C'est très pratique, mais c'est dangereux après aussi quand on va utiliser des produits de streaming. Parce que là, on va baisser le niveau, on ne sait pas où on est connecté, on ne sait pas sur quel élément, et là, on risque de rentrer sur des problèmes. Alors, dernier point, parce qu'on a essayé d'être le plus précis sur les conseils autour de vos réseaux Wi-Fi et sur l'avenir qui est déjà là avec le Wi-Fi 6. Un mot pour les nombreux utilisateurs de routeurs d'Apple qui ont le sentiment d'avoir été un petit peu abandonnés. Apple a stoppé la commercialisation il y a quelques mois de ces bornes AirPort, c'était l'an dernier, je crois. Ils appréciaient beaucoup, notamment, pas tellement le fait que c'était du Apple ou pas du Apple, mais c'était très simple d'emploi. Moi, c'est vrai que tu t'embêtes pas à prendre une borne AirPort, c'est un peu plus cher, mais tu vas pas avoir des mal à la configurer. Il faut pas taper l'adresse IP dans le routeur. Il y avait un utilitaire très simple. Bonne nouvelle, vous en êtes un petit peu inspiré. Oui, Orbi a été le premier, on va dire le premier représentant déjà d'un point de vue visuel. Le produit lui-même était aux antipodes de ce qu'on faisait avant. Il y avait beaucoup d'antennes, c'était noir, un peu comme les produits qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais il y avait un autre paramètre qui était clé au-delà du design du produit, c'était d'amener cette facilité. Parce que on branche, ça marche. Voilà. Les gens, tout le monde n'a pas envie de devenir un spécialiste de réseau. D'ouvrir, fermer les ports, etc. Voilà, exactement. Il y en a des gens qui veulent juste le brancher et obtenir le débit de leur ligne fibre à la maison sur tout leur périphérique. Et c'est aussi la promesse d'Orbi. Il y a un petit utilitaire, moi j'ai beaucoup, on parle de Netgear, mais il y a beaucoup d'autres constructeurs qui le font aussi, mais je l'utilise sur mon iPhone. Il y a un petit utilitaire qui est très sympa, effectivement, et qui rappelle un petit peu la philosophie de ce qu'était AirPort auparavant. Et on trouve tous ces réglages de base, c'est vraiment assez bien fait sur l'application iOS. Alors, et puis dernier point pour les orphelins du monde AirPort, il y avait une borne Wi-Fi, un disque dur Wi-Fi qui était très populaire, c'était le Time Capsule. Quelle alternative aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut construire facilement un disque dur Wi-Fi aujourd'hui ? Sur ces gammes de produits, il y a des ports USB 3 qu'on peut voir ici à l'arrière du produit. Donc on peut utiliser pour mettre des solutions de stockage ou portables ou fixes. Et à ce moment-là, avoir un partage avec sa fusion en réseau. Et c'est compatible Time Machine. Et c'est bien évidemment compatible. Donc on peut fabriquer chez soi son petit Time Capsule. Voilà, c'est ça. Après, il y a évidemment... il y a le NAS. Le NAS, bien évidemment, mais là, ça se réserve peut-être à une population qui est un petit peu plus technophile. Ouais, donc il y a encore je dis rien pour les constructeurs de disques durs ou de routeurs Wi-Fi dont tu fais partie. Il y a encore une niche de marché que Apple a abandonnée, mais je pense qu'il est assez profitable pour faire un disque dur Wi-Fi pour la maison, une sorte de NAS simplifié en Wi-Fi. Qui s'auto-configure. On va voir si Netgear va nous faire ça, ou peut-être Marantz, je ne sais pas, ou Denon, dans quelques mois ou quelques années. Quid du Wi-Fi demain ? On a beaucoup parlé, pour conclure, des alternatives au Wi-Fi. On a beaucoup parlé du Li-Fi. On a vu récemment Philips avec les ampoules Hue qui lançaient une lampe Hue Li-Fi qui peut transmettre les données jusqu'à 250 mégabits par seconde. On est encore en retrait. Est-ce que c'est vraiment une alternative ? Yann, tu t'es un peu intéressé au sujet ou c'est plutôt où tu laisses la main ? J'ai un petit peu regardé le sujet. Après, je pense que c'est une alternative qui peut être intéressante dans des endroits où on n'a pas envie d'avoir d'émissions ou d'ondes radio. Ça peut être dans l'avion, ça peut être dans des tas de situations parce que c'est directif. L'avantage, c'est que c'est juste une zone. On peut couvrir une zone. Ça peut être un bureau, une zone très limitée. Ça peut être très pratique. C'est une nouvelle alternative. Je ne pense pas que ce soit la solution pour tout, mais c'est une nouvelle alternative pour des points donnés. Notamment quand on a des murs porteurs comme dans ce magnifique studio. Ouais. Voilà, mais ça peut être une solution, mais c'est vrai que ça développe tout doucement. On parle beaucoup, et peut-être, Stéphane, tu peux nous dire un mot sur l'arrivée de la 5G qui va tout changer, notamment pour la voiture autonome. On sait qu'en tout cas en Europe, on semble se diriger plutôt vers la génération du Wi-Fi pour gérer les voitures autonomes sur les grands axes routiers. Est-ce que quelque part, la 5G ne risque pas, comme c'est le cas avec le téléphone mobile qui a ringardisé le téléphone filaire, régler le problème en fait, où avec la 5G, on n'aurait plus besoin de Wi-Fi ? Et peut-être que Lionel va dire un petit mot. Alors... Ouais, alors en théorie, si je parle de la 5G, qui est ni plus ni moins que l'évolution de la 5G déjà en termes de débit, où on aurait 2,6 gigas en théorie de débit, on pourrait dire qu'en rapidité, c'est plus rapide que les solutions de fibre qu'on propose déjà aujourd'hui. Je ne parle pas encore du 10 gigas, qui est encore marginal au niveau des offres.
Certains, même aux États-Unis, comme ça coûte plus cher d'avoir un abonnement Internet, utilisent de la 4G en guise de routeur et ils arrosent la maison. Bon, après, parce qu'ils ont un meilleur forfait mobile que forfait Internet, parce qu'on a oublié de le dire, mais en France, nous sommes très chanceux d'avoir des tarifs aussi faibles. C'est vrai. Aussi faibles, ça c'est quelque chose qu'il faut se dire. La 5G, la grande puissance de la 5G, c'est pas seulement la rapidité, qui est certes plus importante, mais c'est le temps de latence. On passe de 10 millisecondes de la 4G à 1 milliseconde, c'est-à-dire quasiment du temps réel. Donc, il faut utiliser la 5G, et en plus, c'est en basse consommation. Donc, il faut utiliser la 5G comme pour ces capacités-là aussi, et pas seulement pour la rapidité. Est-ce que dans les usages, on va avoir un seul forfait qui va être un forfait global pour son mobile et Internet, et on va prendre une multisim pour pouvoir arroser sa maison pour être connecté à Internet? D'une manière ou d'une autre, de toute façon, on aura besoin de routeurs ou d'appareils de toute façon pour diffuser le signal d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est plus le problème va être au niveau des opérateurs que des fabricants de routeurs. En clair, pour toi, c'est plus la fibre qui risque d'être ringardisée par la 5G que le Wi-Fi. Et je précise, je sais pas, là c'est un petit hommage encore à notre amie Elsa Bambaron qui suit les enchères de la 5G en Allemagne. Elle a fait un article sur les futures enchères en France qui seraient bien moins captivantes et longues qu'en Allemagne où on se situerait à des niveaux un peu inférieurs même à la 4G. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'État prioriserait le déploiement pour que tout le monde ait de la 5G le plus vite possible, ce qui est une bonne décision. C'est-à-dire qu'au détriment d'une licence qui serait trop chère, on profiterait donc de l'argent qui serait économisé par les opérateurs pour qu'il y ait un vrai déploiement. Et que ce soit pas un truc trop long et trop lent. Donc la balle est plutôt dans le camp des fabricants comme Netgear pour fabriquer justement des choses qui pourraient être utiles pour la 5G. Et parmi les premiers à avoir sorti un petit routeur 5G, ça a été Huawei, faut dire. Et c'est ça qui est un peu... voilà, tout le monde a un peu la trouille à cause de ça aussi. Lionel, ton sentiment par rapport à l'arrivée de la 5G, l'avenir du Wi-Fi, et puis réponds à la ville attaque notre ami Stéphane. Non, je pense que les deux technos vont coexister parce qu'on aura toujours besoin de faire une redistribution dans la maison. Donc on est aussi acteur dans le monde de la 5G, parce qu'on vend aussi à des opérateurs en direct. Mais je pense que le besoin de redistribution à la maison va continuer d'évoluer. C'est-à-dire ce qu'on vient de vivre les 10 dernières années en termes d'augmentation de périphériques, d'augmentation de débit, ça ne va pas se stagner ou s'arrêter, ça va augmenter. Donc je pense qu'on va toujours utiliser une connexion backbone type filaire, fibre ou 5G pour amener l'Internet dans le domicile, mais je pense qu'il y aura toujours un besoin de redistribution. Alors déjà, je pense à la capacité qu'il faudrait en termes de réseau, parce qu'on a déjà du mal à servir dans une maison un nombre d'objets connectés. Je vous laisse imaginer le délire si on faisait ça au niveau d'un pays. Alors, et puis après, il y a des tentations aussi. Parce qu'un opérateur peut être tenté de facturer à l'objet qu'on va connecter sur son réseau. Attention, ça va impacter aussi le budget qu'on peut aussi demander chaque mois à un consommateur. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux choses vont... On a vu la décision, j'en parlais en préambule tout à l'heure, de la Commission de l'Union européenne, je ne sais plus, qui privilégie pour le déploiement donc des infrastructures pour les futures voitures autonomes, contrairement aux États-Unis qui a misé sur la 5G, ils misent sur le Wi-Fi. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi, c'est gratuit. Voilà. Tu as un sentiment par rapport à ça, Yann ? De toute façon aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'il faut un réseau fermé. C'est-à-dire que si on est sur de la 5G, on est sur un réseau global. Donc on va toujours vouloir avoir chez soi un réseau privé. Ouais. C'est le principe du routeur. Donc on va reprivatiser sa zone pour la sécurité. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur l'avenir, notamment de la fibre avec l'arrivée de la 5G plus que le Wi-Fi. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. On va passer tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane. Alors, on est presque aux vacances, on a du temps et surtout il fait très chaud. Il fait trop chaud. Un des meilleurs endroits où aller, c'est au cinéma. Donc, pas de série, pas de quoi que ce soit. Aller au cinéma. Et j'ai eu la chance de voir... Il y a la clim au cinéma. Non mais ouais, il y a la clim. J'ai eu la chance de voir en avant-première Toy Story 4. Ouais. Et déjà, ça fait 23 ans que Toy Story existe, donc on était surpris par le premier, on a été surpris par le deuxième qui était avait un scénario encore plus puissant, me semble-t-il. Le troisième était un peu décevant. Le quatrième est vraiment très très bien, c'est quasiment pour moi le meilleur de la série. Donc j'encourage tout le monde, et pas seulement parce qu'il fait très chaud d'aller le voir.
Mais en tout cas, ce qui est toujours très agréable, c'est qu'à chaque fois qu'on voit le petit générique de Pixar, etc., ça nous fait penser un peu à Steve Jobs. C'est toujours cool. Voilà. Pour les plus jeunes, voilà, Steve Jobs a lancé Pixar avec Toy Story en rachetant Pixar, Lucasfilm, il y a quelques années déjà. Et c'était l'autre belle histoire en parallèle. Il y a plein de symboles. Les grands comme les enfants et même tous les âges aimeront. Ça, je peux vous certifier. Et n'hésitez surtout pas à y aller. Bon, merci beaucoup, Stéphane. De ton côté, Virgile, est-ce que tu vas aller au cinéma cette semaine ? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu, mais en tout cas, mon coup de cœur, pour le coup, c'est la carte bancaire Coinbase. Ouais. Donc, la plateforme d'exchange pour acheter du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, enfin, toutes les petits cryptos assez populaires. Et du coup, donc, ils sortent une carte bancaire pour pouvoir payer un peu partout là où on paie avec une carte bancaire. Et donc, c'est assez cool, ça permet de populariser un peu les cryptos. À savoir que c'est livré avec une appli et on peut choisir quel portefeuille de crypto on veut pour payer justement. On peut acheter n'importe quoi avec du Bitcoin, du coup, c'est ça en fait l'idée. Voilà. Avec du Bitcoin ou avec toutes les dérivés qui proposent sur le site. Alors, je sais pas, tu vois, les étudiants aujourd'hui, ils parlent de Bitcoin. Enfin, moi, je sais pas, moi quand j'étais étudiant, je pensais pas à ça. Bah, c'est bien. S'il commence à s'intéresser à ça à son âge, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Yann, avec toi, on continue. Ton coup de cœur. Moi, mon coup de cœur de cette année, c'est l'arrivée de l'IMAX en grand public. Donc l'IMAX, c'est des grands systèmes de cinéma. Qui maintenant, IMAX a dérivé en fait son standard et qui est intégrable dans les amplis audio-vidéo grand public, qui va se baser sur du DTS:X, donc avec des enceintes au plafond, avec des enceintes frontales et arrière. Donc ces immenses murs, je me souviens il y en a un ou deux à Paris, je crois. Il y en a deux à Paris. Il y en a à la Défense, je crois, notamment. Donc c'est pas que l'image, c'est aussi le son, la force de l'IMAX. C'est l'image et le son en fait, il y a tout un traitement. IMAX va travailler énormément sur la colorimétrie, sur leur travail de retouche des films, avec les réalisateurs bien sûr, ils vont pas gommer du grain s'il y a un grain qui a été créé. Donc il y a vraiment un gros travail avec les réalisateurs. Beaucoup de réalisateurs tournent des films en IMAX et on ne peut pas en profiter. Donc maintenant il va y avoir ce standard qui sort, avec des projecteurs compatibles, des télés compatibles, donc qui vont automatiquement se calibrer par rapport au standard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa, puisqu'on va avoir la colorimétrie qui va être beaucoup plus juste. On va retrouver la colorimétrie qu'on avait en salle. Et on va utiliser l'intégrale du 16/9. On va plus avoir ces bandes noires sur du cinémascope, puisqu'on va retrouver ces films IMAX disponibles dans le marché. Et bien sûr, il y a une bande son bien particulière, avec une charge de basse, une dynamique, une présence des voix. Et quand on a goûté à ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il va y avoir quand même un bon home cinéma à la maison, mais ça va, on est bien équipé là, il va y avoir quoi faire. De ton côté, Lionel, ton coup de cœur cette semaine ? Écoute, moi je vais rester aussi, puisqu'on parle de cinéma, je vais rester dans le cinéma avec une initiative qui a été faite par Pathé, le Pathé Beaugrenelle, qui est souvent une salle qui est connue pour avoir des démonstrations technologiques. Alors, on a vu passer les ScreenX, etc. Et là, ils ont une nouvelle technologie de projection qui s'appelle le Onyx. Et en fait qui n'est plus du tout de la vidéoprojection traditionnelle. C'est assez bluffant. C'est en fait des dalles qui sont assemblées les unes avec les autres. Et donc en fait on a l'impression de regarder la télé qu'on regarde à la maison, avec cette profondeur, cette richesse de couleurs, la dynamique, mais sur une taille qui est impressionnante. Peut-être qu'un jour on aura ça à la maison, mais n'allons pas trop vite. Bon côté, regardez, elle s'est posée sur mon bureau comme par magie. C'est la joie du direct ou presque. C'est les nouvelles enceintes. Désolé Yann, mais c'est KEF qui fait ça. C'est les LS50 Wireless. Alors, on vous avait présenté dans l'émission de Noël la version en dessous, qui est une version compatible AirPlay 2. Celle-ci, c'est pas une version compatible AirPlay 2, mais c'est vraiment la version haut de gamme des célèbres enceintes de monitoring de KEF, la version sans fil qui est arrivée, vraiment qui équipe encore beaucoup de studios d'enregistrement. Et notre ingénieur du son qui est juste derrière nous le confirmera. Donc une vraie paire d'enceintes avec donc il n'y en a qu'une seule, mais un vrai rendu stéréo, c'est important, de qualité hi-fi. Elle intègre bien sûr un ampli d'une puissance de 230 watts par enceinte. 230 watts par enceinte, ça fait 460 watts RMS. Mes aïeux. Le tout est connecté et piloté par un DSP pour bien sûr le traitement du signal et pour un rendu très important, haute résolution. Si vous êtes audiophile, que vous êtes abonné à Qobuz ou à Tidal, ce sont tout simplement les enceintes qu'il vous faut. Pas d'AirPlay en revanche, mais une app dédiée sous iOS, et la connexion se fait en Wi-Fi bien sûr pour la haute résolution, et si vous ne voulez pas être en haute résolution, vous pouvez aussi vous connecter en Bluetooth. Son prix, attention, 2299 €. Ce sont les KEF LS50 Wireless. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 340e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous le disais en préambule, c'est la dernière d'On refait le Mac à l'école 42. Je tenais
Vraiment à remercier toutes les équipes du Studio 42 menées par Mathieu Trentin, notre ami Gabriel et toutes les équipes des Pixels de nous avoir accueillis pendant près de 3 ans. On a fait vraiment des miracles chaque semaine. Merci à vous, merci à Fabien As et bravo pour l'heureux événement. Merci à Lucie, merci à Charlie, merci à Xavier Niel tout simplement qui nous a permis d'être là, qui fait qu'aujourd'hui on refait le Mac est bien en vie et se porte bien, c'est aussi grâce à vous. Et à la rentrée, tout simplement on va mettre le cap sur notre propre studio qui nous permettra avec nos futurs associés d'avoir de belles et nouvelles émissions. Vous allez voir ça. On aura aussi la clim, ça va nous changer la vie. Je ne sais pas si on peut improviser ça pour montrer un petit peu les coulisses. C'était pas prévu avec le réalisateur. Est-ce qu'on peut enlever le décor tout simplement? Est-ce que tu peux nous enlever le décor, Steve, juste pour montrer à la caméra? Voilà, vous voyez, ça change tout de suite. On est vraiment à l'étroit et on a réussi vraiment à faire des miracles avec les équipes de 42. Merci à eux et merci bien sûr à toutes les équipes dont on fait le Mac. Je pense à Steve, notre réalisateur, Steve Guibert, Lionel Martin, François Bontemps, Christophe Modolo au son. C'est pas la dernière de la saison, on en a encore une spéciale la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. C'est tous les accessoires geeks pour partir en vacances et on sera pas à Paris, on sera en Corse pour une émission spéciale avec nos amis de chez Volpi qui organise un festival qui s'appelle le Niolitech. On sera donc dans le Cap Corse la semaine prochaine. Pour moi, ça va être un grand plaisir. On espère qu'on aura un peu moins chaud. Rendez-vous à la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas la petite cloche, vous serez prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Au revoir.